Florian. C'est surtout Arthur Keller qui vous en parlera mieux que moi, mieux que nous, puisqu'on a la joie de l'accueillir ce soir. Donc Arthur Keller qui est auteur, conférencier, formateur, consultant sur toutes les questions de limites et de vulnérabilité des systèmes complexes, et en l'occurrence des sociétés humaines. Et en fait, Arthur a une double casquette, double spécialité. Il est à la fois spécialiste des questions de résilience collective et aussi spécialiste de l'utilisation des récits pour mobiliser massivement pour la transition. Pour faire simple, en langue profane, Arthur va nous expliquer que globalement, on est quand même dans la merde, hein, pardon maman, mais voilà. Mais qu'en se racontant les bonnes histoires, on peut changer les choses. Arthur, je te laisse la parole. Je vois que j'ai un timer qui est fixé à 5 minutes là-bas. On m'avait dit que j'en avais 15. Hein. D'accord, j'en ai 15, tu confirmes? Merci quand même. Donc d'accord, voilà. Bon, bonjour à tous. Ça marche ou ça marche pas? Voilà. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais vous parler de récits. On va aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en 15 minutes. Je vais vous parler de récits, je vais vous dire pourquoi ils sont absolument indispensables. C'est-à-dire des nouveaux récits qui vont nous permettre de dépasser un petit peu un imaginaire dominant. Un imaginaire qui nous écrase un petit peu. Mais je vais aussi vous dire que ça ne suffit pas. Je vais aussi vous dire que les récits ils sont à double tranchant et qu'il faut les utiliser d'une certaine manière. Je vais aussi vous dire enfin qu'ils suffiront jamais. Il faut autre chose en plus des nouveaux récits. Donc on va regarder ça ensemble. Mais avant de regarder ça, il faut se dire, bon, ok, est-ce que les récits vont nous permettre d'atteindre un objectif ou pas? Mais c'est quoi l'objectif? On ne connaît pas l'objectif si on ne connaît pas le problème. Et donc je vous accompagne déjà dans un premier tour d'horizon du problème. On va caractériser ensemble la problématique de la manière la plus, je vais dire, systémique possible, mais je vais aller nécessairement très vite. Accrochez-vous, d'accord? On va aller vite. Je vais vous parler de limites. Et le monde naturel aujourd'hui rencontre un certain nombre de limites. Et le monde naturel, il a différentes dimensions. La première de ces dimensions, c'est ce qu'on appelle la lithosphère, c'est l'ensemble c'est le manteau terrestre dont on tire un certain nombre des ressources qu'on utilise pour nos sociétés. Alors, par exemple, utiliser bien sûr le pétrole, sans lequel nos sociétés ne fonctionnent pas. Hein. On a besoin pour toutes nos activités de transport. Aujourd'hui, à peu près 95% des transports au niveau mondial nécessitent du pétrole. Et il se trouve qu'il y a un problème de TRE, le taux de retour énergétique. C'est quoi ça? C'est que le pétrole, il ne sort pas du sol tout seul, il faut aller le chercher. Et qu'à mesure que on exploite le pétrole, entre guillemets, le plus facile et puis le plus difficile, il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher l'énergie. Et donc, même si on tire aujourd'hui à peu près le même nombre de barils de pétrole du sol chaque année, pour autant, l'énergie nette qui nous reste à la fin pour être utilisée par nos sociétés, elle est en baisse. Et on a un problème de limite au niveau énergétique grâce à ça. Si vous voulez regarder sur les 50 dernières années un petit peu les découvertes de pétrole, ça a cette tête-là, on consomme aujourd'hui environ 4 fois plus de pétrole chaque année qu'on en découvre, on va avoir un petit problème de limite. À côté du pétrole, il y a le charbon. Certains disent, c'est pas grave, il n'y a plus de pétrole, on fera du CTL, du coal to liquids, du charbon liquéfié. On sait le faire. On sait mettre du charbon liquéfié dans des voitures. C'est une horreur écologique, mais on sait le faire. Bon, là, le problème, c'est que le charbon, lui aussi, il y a une qualité du charbon qui baisse. C'est-à-dire que pour une tonne de charbon donnée, aujourd'hui, on a moins d'énergie que ce qu'on pouvait retirer d'une tonne de charbon il y a quelques décennies. Et puis surtout, pour aller chercher le charbon, devinez quoi? Il faut du pétrole. Aujourd'hui, on a un problème de métaux. Les métaux, c'est très bien de parler par exemple de transition énergétique, on en parle beaucoup. On va remplacer certaines machines par d'autres machines qui sont beaucoup plus riches, si vous regardez un petit peu ce qu'on nous propose, beaucoup plus riches en électronique. Dans l'électronique, il y a énormément de métaux, des métaux rares, des terres rares, pardon. C'est pas forcément des métaux rares d'ailleurs, on appelle ça des terres rares. Mais il se trouve qu'en fait, on a un problème de concentration qui est en baisse. Là aussi, on arrive à certaines limites. Pas partout, mais à des endroits relativement critiques. On a des problèmes de sable, par exemple aussi, pas de sable de construction. Aujourd'hui, pour construire les infrastructures, les routes, etc., on ne peut pas utiliser n'importe quel sable, pas celui du Sahara par exemple. Il faut qu'on prenne du sable qui vient de carrières un peu spécifiques ou surtout du sable océanique. Et bien, il se trouve qu'on en manque. Voilà, on manque de sable. Il y a des mafias du sable qui sont en train de voler littéralement des littoraux entiers aujourd'hui. On a des pays qui doivent importer leur sable, comme par exemple Singapour qui importe de l'Australie. On a le phosphore absolument indispensable pour vivre. Toute vie, animale, végétale, ne peut pas a besoin de phosphore et rien ne peut pousser qu'on va bouffer derrière s'il n'y a pas de phosphore. Et bien il se trouve que les spécialistes du phosphore nous disent que le pic du phosphore, c'est dans les années 2030-2040. En tout cas, on va dire aux alentours de la moitié de ce siècle. Donc c'est pas dans très longtemps. Aujourd'hui, pour produire notre bouffe, on fait quoi? Et bien comme on prend le phosphore qui a poussé dans les plantes, on le mange, on va aux toilettes et tout part à l'eau sous forme ionisée irrécupérable, et bien on est obligé de remettre des intrants, des phytosanitaires dans les sols riches en phosphate. On dépend entièrement du phosphate.
Voilà. Bon, quand le phosphate va se retrouver, après le pic, être une ressource contrainte, tout le monde ne pourra pas en avoir, et on a un véritable problème là sur les épaules. Tout ce que je dis, c'est que voilà, il y a encore plein d'autres choses, mais en tout cas, on a un véritable problème de ressources lié à la lithosphère, ce qui est dans le sol, dans la croûte terrestre. C'est un problème de stock, un problème géologique souvent, et encore plus souvent, c'est un problème de flux. En fait, c'est être capable de produire ça de manière à fournir aux sociétés en permanence ce dont elles ont besoin pour fonctionner. C'est un véritable problème aujourd'hui. Le pétrole, voilà, fournit environ 35% d'énergie primaire mondiale, le charbon 40%. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de pétrole pour tout le reste. Et donc, on a un problème entre, d'un côté, l'énergie et les matières premières. Les minerais sont de moins en moins concentrés aujourd'hui au niveau mondial. Et donc, l'extraction des matières premières requiert toujours plus d'énergie. Mais l'énergie est toujours moins accessible. Et donc, la production d'énergie requiert toujours plus de matières premières. Le problème n'est pas un problème énergétique, c'est un problème matériel, c'est le fait qu'il y a les deux qui s'entraînent l'un l'autre. Et on pourrait gérer peut-être l'un ou l'autre, mais les deux en même temps, on ne sait pas gérer. La deuxième partie du monde naturel, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Ça va pas très bien, hein. Les eaux vont mal. C'est quoi? C'est les océans, les mers, les cours d'eau, les nappes phréatiques. Il y a des pollutions, des déchets, partout où on regarde. Une acidification des océans, vous en avez entendu parler. Ça, c'est la barrière de corail des Caraïbes. Il y a la barrière de corail, de manière générale, qui est en train de mourir d'ailleurs. On a à peu près 25% de la vie océanique qui est sur la barrière de corail. Donc, l'enjeu est énorme. Réchauffement, voilà, bon, les océans prennent environ 93% du réchauffement dû au changement climatique. Voilà, à peu près 1% va dans l'atmosphère. Montée des eaux, voilà, c'était à peu près stable en termes de rythme, mais ça s'accélère depuis quelques années. On est environ à 3,5 mm par an. La salinisation, ça c'était une zone où on faisait pousser du riz il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, c'est totalement salinisé. L'assèchement, ça c'est une photo du Rhin en juillet 2018. Les zones mortes. Entre 2050 et maintenant, la taille des zones mortes, c'est-à-dire des zones anoxiques, sans oxygène, où rien ne peut vivre, a été multipliée par 4. Bon, on passe à la suivante. La cryosphère, l'ensemble des glaces de la planète. Voilà, à peu près, que ce soit les glaciers, les immensis, le permafrost, la calotte glaciaire. Eh bien, j'ai un scoop pour vous aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça fond, c'est en train de fondre, vite, ça fond vite, plus vite que ce qu'on croyait, plus vite que ce que les modèles montraient jusqu'à présent. L'atmosphère, je ne vous la présente pas, vous connaissez l'atmosphère. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atmosphère? Eh bien, les cycles de l'eau et du carbone, les cycles essentiels à la vie, sont totalement déréglés, et la quantité de gaz à effet de serre, la concentration de l'atmosphère, a à peu près cette tête-là. La biosphère, l'ensemble du vivant de la planète, alors bon, je peux vous dire, si ce n'est que c'est une extinction qui est en cours. C'est absolument terrifiant, quand on est un biologiste aujourd'hui, de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors selon les meilleures estimations, on évalue qu'entre 1970 et 2014, en 44 ans, on a 60% des vertébrés qui ont disparu sur Terre. Les vertébrés, c'est quoi? C'est les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. 60% de tout ça qui a disparu. 44 ans. Aujourd'hui, si on enlève les animaux d'élevage et l'humain, et si on regarde ce qui reste sur Terre en termes de biodiversité, là c'est sur les continents, eh bien on voit qu'il reste très très peu d'animaux sauvages. En réalité, on a exterminé à peu près 95% de la vie sauvage en 200 ans environ, quelques centaines d'années. Et enfin, la dernière dimension du monde naturel, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols. Et que nous disent les experts des sols? Ils disent que ça va pas bien. Voilà, que 75% des sols sont dégradés au niveau mondial, que ce soit pour les activités humaines, industrielles ou agricoles ou l'urbanisation, notamment toute l'industrie minière. Ils nous disent aussi, ça c'était les Nations Unies février dernier, qu'il y a un risque de pénurie alimentaire mondiale. Donc voilà, vous êtes contents d'être là ce soir? Voilà, nous avons aujourd'hui face à nous un problème qui est un problème systémique. Nous avons face à nous un problème où le monde naturel, partout où on regarde, est en effondrement, en pré-effondrement ou en atteinte de limite. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? À côté de ça, on a l'anthroposphère, c'est le monde humain. C'est quoi le monde humain? C'est le réseau électrique qu'on voit de la nuit de l'espace. Enfin, qu'on voit de l'espace tout court d'ailleurs. Ce sont les bateaux qui circulent, ou les avions qui circulent. Ce sont les buildings, les objets, les déchets, c'est nous. Eh bien, la sphère humaine, elle explose. C'est une exponentielle. Elle explose à tel point qu'aujourd'hui, l'empreinte écologique qu'on a sur cette planète dépasse largement la biocapacité de cette planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on consomme plus que ce que la Terre peut régénérer, que l'on émet plus de pollution que ce que la Terre peut absorber, et qu'on dégrade plus que ce que la Terre peut réparer. Voilà ce qui se passe. Et on vit à crédit écologique dans le sens où on est en train d'attaquer des choses qui ne sont pas renouvelables, d'attaquer des écosystèmes qui ne se renouvelleront pas, et on est clairement en train de mettre en danger les conditions de vie sur Terre pour les prochaines générations et pour des millénaires. Alors voilà ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Je vous le dis, ça n'est pas une question de volonté politique, par exemple.
Quoi qu'on fasse, on a face à nous une descente énergétique et matérielle. On n'aura pas ce qu'on croit aujourd'hui, ce qu'on prend comme acquis. On va avoir une grande descente énergétique et matérielle. Et alors, ça va avoir des impacts sur nos sociétés. Pourquoi ça va avoir des impacts sur nos sociétés? Parce que nos sociétés, elles sont vulnérables. Rapidement, 4 éléments. On dépend de chaînes d'approvisionnement à flux tendu, totalement hors de notre contrôle, dont toutes requièrent des transports à un moment ou à un autre, dont 95% environ au niveau mondial, même un peu plus, dépendent du pétrole. On dépend d'infrastructures qui requièrent du pétrole, de l'énergie en permanence pour leur fonctionnement et leur maintenance. On a mis des technologies partout, c'est super les technologies, c'est génial les technologies. Mais ça complexifie le monde, ça nous vulnérabilise, ça nous rend dépendants. Et au final, nous voici vulnérables face à des pannes, des disruptions d'approvisionnement, face à des attaques, des cyberattaques, des hackers, par exemple aussi. Il y a de nouveaux risques qui vont avec les nouvelles technologies. Et puis il y a ça. On dépend du système financier, un système financier qui est court-termiste, un système financier qui se moque bien de l'intérêt général et qui ne connaît que 2 états, l'euphorie ou la dépression. C'est bizarre d'être dépendant de ce truc-là. Alors quoi? Alors on fait quoi? On va vers ça? Toujours plus? C'est ce qu'on nous dit. C'est quand même aujourd'hui le grand récit dominant. Toujours plus. Voilà Paris en 2050, bien sûr. C'est magnifique. Regardez comme c'est beau. Il n'y a pas un chat dans la rue, il fait beau. C'est formidable. Des super technologies partout. Écolo, bien sûr. Et puis, évidemment, on ne se déplacera plus comme aujourd'hui. Ça, c'est le Moyen-Âge. On va avoir des super véhicules autonomes électriques. Voilà, bien sûr, partout. Bien sûr, bien sûr. Il y a un dicton qui dit, quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Bon, mais c'est exactement ce qu'on fait. On a face à nous des gros problèmes, et puis on dispose d'outils. Et plutôt que d'utiliser nos connaissances, notre intelligence pour essayer de comprendre le problème et d'adapter nos outils, on adapte le problème à nos outils. On veut que nos outils soient pertinents, et donc on reste sur les mêmes histoires, les mêmes talents qu'on a. Talents pour la technologie, pour trouver des solutions à tout. Que ce soit donc par la technologie, par l'innovation, que ce soit par les lois, le politique, les normes, on a un certain nombre d'outils. On pense qu'ils sont pertinents. Moi, je vous dis que ce n'est pas pertinent. Je vous dis que c'est très important. Je ne suis pas en train de dire que les solutions dont on a parlé avant ne sont pas bien. C'est très important d'avoir des solutions pour plein de problèmes. Il faut les avoir. Mais que ça ne suffit pas. Que ça ne suffit pas parce que si on ne fait que résoudre des problèmes séparément, qu'est-ce qui se passe? On maintient le système. On ne le change pas. Le solutionnisme est une façon de maintenir le système. On s'attaque à des tas de problèmes. On pense que ce sont des problèmes. Ce n'est pas des problèmes. Je suis désolé. Même le dérèglement climatique, même l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas des problèmes. Ce sont des symptômes d'un mal plus profond dont on ne parle jamais. Et donc on risque pas de trouver des solutions aux problèmes fondamentaux si on ne traite que les symptômes. Si vous traitez votre migraine par de l'aspirine, vous allez peut-être la soigner, mais si votre migraine vient du fait que vous avez un cancer des méninges, prenez autant d'aspirine que vous voulez. On passe à côté du problème. Et donc le dérèglement climatique, pour prendre un exemple, n'est pas un problème, c'est un symptôme. Un symptôme de ça. Ah, il y a une petite erreur de mise en page. Donc, le problème, véritablement, fondamentalement, c'est ça. On a une civilisation qui est un cycle, qui est un flux, qui transforme la nature en déchets. Voilà ce que c'est. On prélève des ressources en amont, on les transforme en biens et en services avec de l'énergie, puis, au bout du compte, on rejette des pollutions, des déchets qui sont liquides, solides, gazeux. Parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre. Et donc, le dérèglement climatique n'est juste une conséquence du fait que notre civilisation est un flux qui transforme la nature en déchets. Et si vous mettez de l'énergie décarbonée, par exemple, pour remplacer tout ce qui est technologie émissive par les technologies moins émissives, c'est bien. Il faut le faire, il faut décarboner, il faut limiter un petit peu la casse au niveau climatique. Mais finalement, vous n'arriverez qu'à mettre de l'énergie au service de ce flux qui détruit les conditions de vie sur Terre. Donc tant qu'on ne posera pas les questions fondamentales de c'est quoi le problème c'est notre civilisation. Il faut créer une nouvelle civilisation. On fait ça comment? Alors oui, excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait cette slide derrière, qui montre qu'au fil des COP, non, voilà, il n'y a absolument aucun changement. On a beau avoir des milliards investis, des innovations en veux-tu, en voilà, des clean tech, des smart tech, des green tech, tout ce que vous voulez, voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est positif ou négatif, pessimiste, défaitiste peut-être, ce que je vous raconte aujourd'hui? Ah ben je suis assez pessimiste pour le monde tel qu'il existe, mais il y a plein d'autres choses à voir ensemble, plein de choses à créer. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Qu'est-ce qu'on va créer? Peut-être qu'il faut revoir nos besoins, nos envies, mais il y a des choses à créer. Peut-être des nouveaux imaginaires à créer. Peut-être que les récits, c'est pas trop inutile. Peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Il faut proposer de nouveaux imaginaires. Et en cela, de nouveaux récits sont absolument indispensables. C'est pas un gadget de communicant, c'est absolument indispensable.
Et ça se passe dans la 8e sphère, la sphère des idées. Il faut se raconter des histoires. Parce que les récits influencent nos perceptions de l'avenir, et en cela, c'est pour ça qu'ils sont indispensables. Alors qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants, enfin, ou à nous-mêmes d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va se raconter? C'est ça le futur? Que c'est peut-être ça plutôt? C'est une vision où un Paris, qui est plutôt un petit village où il y a beaucoup de gens peut-être, mais on s'organise en petits quartiers, il n'y a pas de véhicules polluants là-dedans, on est tous dans des modes de transport doux, on végétalise un peu la ville. Bon, est-ce que c'est ça dont on rêve? Est-ce que c'est ça dont on rêve? Ou est-ce que c'est plutôt ça? Des projets où on se rapproche les uns des autres, on fait ensemble et puis on change les choses localement d'ailleurs, peut-être plus. Là où on a vraiment une zone, dans notre zone d'influence. Bon, enfin en tout cas, on est dans un monde aujourd'hui, vous l'aurez compris je pense, où on a un rétrécissement des possibles. Ce rétrécissement des possibles, il donne quoi? Il donne qu'on a une perte de repères. Et cette perte de repères, ben, elle implique quoi? Qu'on a besoin de construire du sens collectivement. Et c'est pour ça que des nouveaux récits se forment. Mais ils ne vous attendent pas, les nouveaux récits. Ils se forment. Ils sont déjà en train de se former. Pas forcément les bons. On a des récits de repli identitaire, on a des récits de violence, on a des imaginaires généraux de l'homme est un loup pour l'homme, etc. Il faut peut-être lutter contre ça, et je vous dis, la guerre des imaginaires de l'avenir a commencé. Il est temps de créer d'autres récits qui engagent les gens vers des solutions plutôt, enfin, en tout cas vers des chemins qui sont positifs, constructifs. Et pour cela, il faut inspirer. Des imaginaires inspirants, qui sont vecteurs d'espoir, certes, mais des espoirs lucides. Alors là, attention, parce que là, il est facile de se dire, bon, mais il faut créer plein de récits. On va faire plein de récits super inspirants. C'est bien. Il en faut, oui. Mais pas n'importe lesquels, pas n'importe comment. Parce que c'est un outil à double tranchant, le récit. Si tout le monde se met à créer des récits, mais chacun de son côté, sans aucune coordination, sans aucun sens global, on va avoir quoi? On va avoir des storytellers qui vont nous pondre des récits super géniaux, sauf qu'ils ne comprennent pas vraiment, parce que ce n'est pas leur formation, ils ne comprennent pas vraiment l'espace des possibles, ils ne comprennent pas vraiment ce qui représente un problème, ils ne savent pas caractériser systémiquement le problème, comme je viens de le faire très rapidement, et ils ne savent pas quel est l'espace pertinent des solutions. Et donc, il y en a plein qui vont vous proposer que la solution est technologique, alors qu'elle ne peut pas être technologique, elle ne peut être que systémique. Il y en a plein qui vont vous proposer de la géo-ingénierie, je vais savoir quoi. Le truc, c'est qu'au final, on va avoir un foisonnement absolument pas cohérent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Ils ne comprennent plus rien. Il n'y a pas une vision qui émerge des véritables enjeux, de ce qu'on peut faire, pas faire. Il n'y a rien, c'est de la confusion. Si on ne fait que ça, ça ne va pas. Il faut un foisonnement de récits, bien évidemment. Il ne s'agit pas de brider les artistes. Il faut leur donner de la liberté quand même. Donc un foisonnement de récits, de style, de format, etc. Et de canaux sur lesquels on diffuse. Il faut que ce soit protéiforme, mais il faut que ce soit cohérent. Il faut que l'ensemble de ces récits soit le plus cohérent possible. Sinon, je vous dis, c'est que de la confusion qui émerge de ça. Il faut que ce soit réaliste. Donc il faut un minimum, un moment que ceux qui produisent les récits acceptent qu'ils se forment et qu'ils se laissent former par des experts pour comprendre la problématique et l'espace pertinent des solutions et qu'ils intègrent ça à leur storytelling. Et tout ça, pour quoi faire? Pour déclencher des réactions. Pas évident de déclencher des réactions, c'est pas si évident que ça. Il faut comprendre la psychologie humaine, il faut aller un peu plus loin que juste le storytelling là aussi. Et puis des réactions constructives, attention. Les bonnes. Donc il y a du travail à faire, si vous voulez, sur les récits. Je pourrais y passer 4 heures, on va évidemment passer, parce que, non, j'ai pas 4 heures, je crois. Non, pas 4 heures. C'est ce qui me semblait. Et donc, moi, je vais vous dire ce que devrait idéalement, c'est un petit cahier des charges, ce que devrait idéalement intégrer des récits de l'avenir. Ils peuvent prendre une fois de plus toutes les formes, mais ils doivent intégrer les points qui viennent. Il va y avoir une descente énergétique et matérielle dans les prochaines décennies, constellée de disruptions, ça et là. Aucune solution simple. Le problème est complexe, le problème est systémique, la solution doit être systémique. Ce n'est pas par une addition de petites solutions qu'on change un système, ce n'est pas vrai, on le maintient. On le change à la marge, on le fait évoluer, mais fondamentalement son ADN reste le même, on ne change rien en ne faisant que résoudre les problèmes qui émergent. Il faut donc changer, pas changer le système, changer 2 systèmes. Créer un nouveau système, en parallèle du premier. La résilience collective, elle est atteignable. Si on rajoute de la dignité là-dedans, elle est même souhaitable. Si on le fait ensemble, en coopération, et à la bonne échelle. La bonne échelle, c'est ni moi et mes potes, on est 3 dans un jardin, c'est ni une grande ville ou une nation tout entière, ce sont des usines à gaz, c'est entre les deux. C'est au niveau territorial que ça se passe, au niveau intercommunal, au niveau des bassins de vie. Les gens se connaissent, ils connaissent leur environnement, et ils connaissent le reste du vivant qui est autour d'eux. Il faut qu'ils arrivent maintenant également à créer des équilibres où ils respectent un petit peu le reste de la vie. Aujourd'hui, on est trop anthropocentré.
Hein, qu'on s'intéresse à l'humain, bien évidemment, ok, très bien, mais qu'on ne s'intéresse que à l'humain, en ayant une relation utilitariste au reste de la nature qui serait là pour nous servir, oh là c'est un problème, je vous le dis. Parce que si on n'a pas ce respect pour le vivant, on l'exploite. Et si on l'exploite, on finit par le surexploiter, par créer des déséquilibres, et c'est reparti pour un tour. Et enfin, il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas des gens qui se lèvent pour stopper les mécanismes qui sont en train de détruire la vie sur Terre. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Pour finir, je vais donc vous dire que donc les récits, il en faut, pas n'importe lesquels, vous avez compris, il y a une espèce de cahier des charges du récit idéal, mais les récits, en plus, ça ne fait pas tout. Donc il faut des récits, mais il faut aussi des gens qui font, et qu'on met en avant comme des pionniers, vous le faites chez Spark News, des gens qui inspirent, et puis il faut des gens qui réfléchissent, voilà, mais c'est pas, il faut arrêter qu'il y ait les penseurs, les faiseurs, et puis les communicants, là. Non, ça doit travailler ensemble tout ça. Donc les trois, le penser, le faire et le compter, doivent travailler, doivent s'enrichir mutuellement les uns les autres. Pour finir, je voudrais détruire 3 clichés sur les récits. On nous dit qu'il faut que ce soit positif, on nous dit qu'il faut que ça génère de l'espoir et que surtout, il ne faut pas que ça fasse peur. C'est faux. Les 3, je ne sais pas d'où ça vient, ce truc-là. En tout cas, ça ne se base pas sur la psychologie sociale ou les sciences cognitives qui nous disent exactement le contraire. Un récit ne doit pas être positif. Il doit être inspirant. Et on peut être inspiré par bien d'autres choses que quelque chose de positif. Ça peut être la colère, ça peut être l'indignation aussi. Ça peut être le noble, le beau, le grand. Tout ça. Générer de l'espoir, oui, c'est vrai, il faut générer de l'espoir. Mais si c'est ça juste le but, et bien alors, coûte que coûte, même si ce sont des faux espoirs. Attention aux gens qui veulent trop générer d'espoir, parce qu'ils finissent par se mentir et par générer des faux espoirs. Les faux espoirs, vous savez ce que ça donne? Ça mobilise à mort, à court terme. Et ça démobilise à moyen terme quand on réalise qu'en fait on s'est gouré d'espoir. Et donc il faut des espoirs lucides, et ça, pour ça, il faut comprendre la problématique. Pour finir, la peur. Ah ben c'est sûr que si on ne fait que peur, mais la peur, si elle est raisonnée, si elle est légitime, et si on l'accompagne de solutions inspirantes, eh bien là, effectivement, on a une peur utile. Donc il est temps maintenant de déclencher des prises de conscience. Il est temps de changer de logiciel, de passer d'un logiciel d'artificialisation du monde à un logiciel de régénération du monde. Dans chaque chose que vous faites, si ça ne participe pas à régénérer la planète, c'est que vous êtes du côté du problème. Ça se joue dans la sphère du faire. Il faut faire des choses. J'ai quasi fini. Merci. Il faut faire des choses, il faut construire des alternatives inspirantes, très concrètement. Et poser cette question, c'est la question clé aujourd'hui que vous fassiez. Que peut-on faire pour vivifier notre communauté et la nature? Et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale, si ce n'est pas la question qui est au cœur de vos projets, une fois de plus, vous êtes au mieux neutre. Et la plupart du temps, vous serez du côté du problème. Et puis enfin, donc voilà, je le disais tout à l'heure, rentrons en résistance aussi, parce que ce monde n'est qu'une machine d'annihilation du vivant. Nous faisons partie du vivant. Donc aujourd'hui, c'est là, on est, une croisée des chemins, c'est le déclic ou le déclin.